Enchanté, Nassim, Olivier, Alirol, Penny, Apple, qui travaille, qui fait beaucoup de choses à la Resonance Science Foundation, qui s'occupe de la comptabilité, de plein de choses, du service technique, Jamie Genover, que vous devez connaître aussi, spécialiste des anciennes civilisations, entre autres choses, qui s'occupe des réseaux sociaux américains et plein d'autres choses. Olivier Alirol, qui est physicien, évidemment, de la Resonance Science Foundation. Et Nassim, qu'on ne présente pas, qui est Nassim Haramein, qui a fondé la Resonance Science Foundation. Ouais, mais est-ce qu'on a réussi à aller sur Facebook? Are we on Facebook? I'm getting close. Oh, there we go. There we go. There we go. Very soon, like 30 seconds. OK, so, bienvenue à tout le monde. C'est super. Merci, Olivier. Merci les deux Olivier. On a beaucoup de livres. Oui. C'est ça. Ouais, et moi, je suis Olivier Thomas, je m'occupe des réseaux sociaux francophones. Voilà, pour ceux qui savent. Ouais, c'est super. Okay. Et on est très content d'être ici parce qu'on a une super surprise. Mais vous connaissez déjà les surprises, probablement à cause du site anglais. Mais on a fini en une semaine, on a tout transféré en français. Et là, Olivier, Errol, on a le bouton français sur le site anglais maintenant? Oui. Là, c'est tout en… C'est tout bon? C'est tout bon, ouais. Alors, on a refait le site anglais complètement en français. Et maintenant, si vous allez sur notre site anglais, Résonance Science. Je vais partager le lien du site français. Ah oui, OK. Qui change un petit peu, ça commence par fr.resonancescience.org. Et là, on est live sur Facebook, je crois, Jamie. We are live on Facebook, Jamie? 10 seconds. The line is moving. Bientôt. Okay, now we're live on Facebook. Donc, je vais partager le… on Facebook. OK, hello everybody. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est en live sur Facebook. Je vais partager le lien du nouveau site de la Resonance Science Foundation en français sur Facebook tout de suite après le webinaire. Et là, je vais le mettre directement sur les gens qui sont avec nous sur Zoom pour qu'ils, s'ils veulent aller voir après le webinaire. OK, Nassim, je pense que tu as des choses à dire. Mais je suis très content de pouvoir annoncer ça. Et puis, peut-être qu'Olivier Errol peut comment on dit en français, share your screen? Oui, je partageais mon écran. Ouais. Partager son écran. Alors, tu peux partir directement du site anglais de montrer, du site français. Ça, c'est le site en anglais. Ouais. Alors, vous tout le monde connaît. En français en haut. Et on a un bouton pour passer en français. Ouais. Où là, on a la nouvelle adresse. Ouais. Et la nouvelle adresse, donc, c'est frresonancescience.org. Et de là, vous pouvez vous enregistrer pour le cours d'unification de la science en physique, directement, gratuit. Et on est très content dans ce moment difficile pour l'humanité de pouvoir vous donner ce cours gratuitement pour pouvoir vous inscrire et étudier pendant que vous êtes à la maison en confinement et que vous pouvez apprendre des choses sur l'univers, apprendre des choses sur vous et discuter avec nous. Aussi, on a un forum où vous pouvez discuter. Et évidemment, la Fondation, il faut bien le dire, pour nous, c'est un cadeau qu'on vous donne. Et en même temps, la Fondation, en ce moment, voilà le forum. Et donc, il y a une section en français. Oui. Voilà. Oui, il y a un forum en français. Oui, super. Super. Et évidemment, la Fondation, dû à ce problème de virus, et
cette difficulté, en fait, qui est une opportunité pour l'humanité en ce moment. C'est une opportunité d'apprendre. Pour nous, on veut vous donner l'accès au programme d'unification de la science pour que vous ayez l'opportunité d'apprendre les nouvelles concepts de la science et les nouveaux compréhensions de l'unification de la science, mais aussi on a eu des problèmes très difficiles à la Fondation parce que la Fondation, évidemment, c'est une fondation non-profit et la plupart de notre capacité de fonctionner était basée sur les voyages qu'on faisait. Et comme là, on ne peut plus faire les voyages, on a dû canceller, on allait à Petra, on a dû canceller Petra et tout ça. Ça nous a mis dans une difficulté assez grande financière. Mais malgré ça, on voulait, et surtout je voulais vous donner ce cours pour que vous puissiez étudier quand vous êtes à la maison en confinement et qu'on puisse avoir une grande discussion ensemble et à propos de tout ça. Et évidemment, aussi, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, on aimerait beaucoup que vous deveniez des membres. Et en devenant membre, vous avez accès à ces Zooms qu'on a tous les mois où je réponds aux questions, où Olivier répond aux questions, où il y a probablement Inès qui va venir, hein, Olivier, qui répond aux questions aussi. Oui, elle viendra, oui. Oui. Et donc, vous aurez accès à ça, vous avez accès à plusieurs choses dont on essaye d'obtenir, parce qu'on n'a pas les droits nécessairement, mais on les obtient pour le film The Connected Universe et tout ça. Et donc, vous pouvez devenir des membres. Je pense que, je ne sais pas combien c'est en euros, mais c'est 5 $ par mois en dollars américains. Et ça, 5 $ par mois, c'est à peu près 4,50 € en euros. Ouais. Et ça va nous permettre de continuer à avancer. Et donc, si vous pouvez vous le permettre, on apprécierait beaucoup votre participation de cette façon. On essaie de vous donner le plus possible. Et aussi, il faut continuer à faire de la recherche. Olivier et moi, ça fait quelques semaines là qu'on avance très, très dur. Et on avance très, très vite sur quelque chose de vraiment fondamental, de vraiment incroyable. J'ai tellement hâte de pouvoir le partager librement avec vous tous. Et je suis très excité qu'on puisse participer comme ça. Et puis, maintenant, sur le site français, sur le site anglais, ça fait 2 semaines. Non, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on a le cours gratuit comme ça et on a presque 20 000 personnes qui prennent le cours en ce moment. Alors, allez les Français, il faut rattraper maintenant. On a 2 semaines de retard, mais aussi, je voulais qu'on fasse le cours un peu ensemble, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines, donc les 6 prochaines semaines, puisqu'il y a 6 modules en français. Désolé, je perds mon français, c'est terrible. Et donc, j'ai mis, comment on dit, I scheduled. J'ai mis sur le créneau. Oui, programmé. J'ai programmé donc 6 épisodes de Zoom comme ça, où on peut se parler de chaque des modules du cours pour en discuter, pour voir les questions qu'il y a et tout ça. Et comme ça, on passe un peu de temps ensemble. Et avec Marshall et d'autres scientifiques,
qui vont pouvoir nous guider un peu à travers ce cours qui est assez explicite. Il faut bien se souvenir qu'il a été écrit presque il y a 7 ans. Alors, on a boulonné très, très dur pour pouvoir tout changer notre site web, pour tout enlever les choses qui étaient dans… Et tout faire en presque 3 semaines, on a tout fait. Les gens ont travaillé jour et nuit pour faire ça. On a des gens très dédiés, c'est incroyable. Et merci à eux. Et donc, on aimerait bien qu'on puisse, comment on dit, update, mettre à jour le cours au fur et à mesure. On n'a pas pu le faire encore, mais on va le mettre à jour. Il y a déjà beaucoup d'informations, il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à discuter, mais aussi on va commencer à le mettre à jour parce qu'on a découvert beaucoup de choses depuis le temps, des choses qui supportent ce qu'on avait écrit il y a 7 ans. Et on est très excités de pouvoir vous amener ça aussi. Alors, et puis là, on peut prendre des questions, on peut discuter. Si vous voulez mettre des questions, vous les mettez, vous regardez en bas, il y a un bouton pour les questions. Ça s'appelle… Q en français, c'est Q et R, questions et réponses. Ah bon, QR. Alors… Et donc là, vous pouvez mettre vos questions. Oui. Tout ce qui est questions techniques, si vous avez du mal à vous loguer, à vous connecter sur vos comptes, etc., on y répondra plus tard. On vous répondra à ça. Vous prenez l'adresse French support@resonanceScience.org. On va vous aider à vous connecter à votre compte Resonance Science Foundation, le compte du cours de sciences unifiées bientôt. Mais là, on pourrait prendre des questions un peu plus centrées sur la physique, peut-être. Nassim, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, des questions générales sur la physique, sur la conscience, même sur la biologie, n'importe quoi. Mais surtout, aussi, je voulais vous dire que je suis très, 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 très content de pouvoir interagir avec la communauté française de cette façon. Et puis, j'apprécie tous les merci que vous m'envoyez là-bas. Merci, merci, merci. Merci à vous de participer. Et puis on travaille sur la version espagnole. Alors, on espère pour les gens qui parlent français et l'espagnol, on espère avoir la version espagnole très bientôt. Et ça, je suis très content aussi. Et comme ça, on peut commencer à unifier notre planète avec une vue unifiée de notre existence, de notre univers, de notre relation avec l'univers et de la physique qui crée cette expérience qu'on appelle la vie, qui est incroyable. Et ce qui se passe sur la planète en ce moment, c'est incroyable et c'est très difficile. En même temps, il faut garder l'empathie pour les gens qui dédient leur vie littéralement à cette évolution. Et c'est un moment très important. C'est un moment très important pour chaque individu. Cet encloîtrement qu'on expérience, ça nous donne une chance de développer notre conscience interne, d'arrêter d'avoir toutes les distractions qui nous amènent vers l'extérieur et ça nous donne une chance d'avoir plus une réflexion interne et en même temps, ça nous donne une chance de connecter l'un à l'autre. Alors, on s'isole pour se connecter plus profondément au champ morphogénétique, j'essaie de le traduire en français, morphogénétique de notre planète. Et donc, je suis très content d'ajouter la communauté française
à la communauté anglaise et puis après la communauté espagnole. Espérons qu'on va faire aussi les Allemands et tout. Et d'amener tout le monde ensemble et de discuter de cette possibilité, surtout avec les papiers que Olivier Hérol et moi, on est en train de travailler. Il y a des choses extraordinaires. En fait, ouais. Nassim, peut-être juste avant de passer à la physique, dire un mot sur la situation très particulière dans laquelle que tout le monde vit actuellement, et notamment en France avec le confinement. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente comme moment de transition? Mais comme je disais, il y a deux choses. Premièrement, c'est que dans notre vie quotidienne, typiquement, on est tellement occupé de nos jours. Vous savez que moi, tous les gens de ma génération, par exemple, là je vais m'âger, mais on envoyait une lettre. Moi j'envoyais une lettre par année parce que déjà d'être dyslexique à écrire les lettres, c'est. Mais on envoyait une lettre par mois peut-être, une lettre ici et là, parce que c'était avec la poste et tout ça. Maintenant, dans les 2 premières heures de ma journée, je réponds à au moins 25 à 30 textes et j'écris je ne sais pas combien d'emails. Et donc, dès le matin, on part, on fait ses machins, on répond aux textes, on répond aux emails, machin, on rentre dans on met les enfants dans la voiture, on les amène à l'école, on va au travail, on arrive, on fait le dîner, on fait tout ça, blablabla. Alors, on est constamment distrait, on est constamment. Et puis, on arrive à la fin de la journée, au bout de notre journée, on est épuisé, tout ça. Tout d'un coup, dans ce confinement, il y a cette opportunité de laisser l'adrénaline tomber, de retrouver un sens de ce qui est important. Et puis, la vie et la santé, c'est important. Et que les voitures et les boulots et les trucs et toutes les choses qui nous amènent à l'extérieur à moins d'importance quand on fait face à la possibilité de devenir très malade ou même de ne pas pouvoir continuer à vivre. Et donc, ça nous donne une opportunité de faire une réflexion plus profonde sur soi, sur l'importance des choses, sur qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut faire avec notre temps sur notre planète. Il y a d'autres choses aussi parce que là, on boulonne, on fait tous ces machins, on fait tous ces trucs, mais à la fin de notre vie, c'est quoi qui va être important d'avoir accompli dans notre vie? Tous ces machins ou quelque chose de plus profond? Je pense que ce confinement nous amène à regarder vraiment l'importance de ce qu'on fait dans notre vie. Mais aussi, ça aide les gens aussi à s'ouvrir les yeux sur comment notre société fonctionne, quels sont les agendas. Ça se dit les agendas? Oui, les agendas. Les agendas de notre société, où sont les bénéficiaires de ce qui se passe sur notre planète en ce moment et tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont ou bien jamais eu le temps ou jamais eu comment on dit, l'intention de regarder à ces choses. Tout d'un coup, ils sont exposés à ces choses et ils commencent à voir, les gens commencent à voir, oh oui, il y a des choses qu'on veut changer dans notre société, il y a des choses qu'on veut changer de la façon.
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important dans notre société. Et donc, d'une façon, ce virus nous apprend beaucoup de choses. Et une chose qu'il nous apprend, c'est que de prendre soin de notre système immunitaire, c'est vraiment important. Et de prendre soin de notre système immunitaire, ça veut dire de manger bien, de boire bien, de prendre les bonnes vitamines, d'essayer de ne pas mettre trop de trucs chimiques dans notre bouffe. Les valeurs importantes de la vie ressortent. Et ça, c'est tellement important. Et quand ces valeurs importantes de la vie ressortent aussi, les questions sur qu'est-ce que la vie, pourquoi on est ici, ça aussi, ça ressort parce que là, on n'est pas au boulot, on ne fait pas toutes les choses. Et là, on se demande des questions plus fondamentales. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse avoir accès à cette information qu'on vient de vous donner sur Internet pour pouvoir explorer plus profondément la source de notre existence et notre relation avec l'univers. Et pourquoi on a cette expérience. Ça m'a toujours fait un peu bizarre que les gens, ils arrivent sur cette planète et il n'y a pas vraiment de questions fondamentales qui sont posées aux enfants. Ils se font dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut aller là, il faut faire ça. Alors, ils vont à l'école, et tout ce temps qu'ils vont à l'école et qu'ils apprennent ça et qu'ils font ça, et ils apprennent à, en fait, rentrer dans le flux de la société et à faire comme un automaton. Comme un robot. Ouais, un automate, je vois, la petite partie qu'il faut qu'ils fassent dans la société pour que le tout… Et leur vie passe. et à la fin de leur vie, dans les derniers moments de leur vie, tout d'un coup, mais c'était quoi cette vie? Comment je suis arrivé ici? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma vie? Et c'est un peu tard quand il reste 2 semaines, tu vois. Alors, il faut… ce questionnement, il devrait être amené aux enfants dès le début pour que l'enfant se développe en pensant, mais moi, c'est quoi ma meilleure contribution? Pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je veux contribuer? Et donc, ce moment de pause qui donne à la Terre un moment de respiration, c'est super, la Terre il n'y a plus d'avions il y a peu d'avions dans le ciel, et il y a peu de voitures dans les rues, il y a une réduction du carbone, il y a une réduction des champs d'activité sur la planète et tout ça. C'est un moment de repos pour la planète et c'est un moment de réflexion interne pour l'humain. D'ailleurs, Nassim, à ce sujet, quel conseil tu pourrais donner aux professeurs, par exemple, qui nous écoutent, que ce soit les professeurs de physique ou même les professeurs en primaire, donc pour les enfants un peu plus petits? Quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent accompagner leurs élèves vers plus de questions? Oui, mais je pense que la partie la plus fondamentale, c'est d'encourager les enfants à poser des questions, à pas nécessairement accepter ce qui leur sont dit, surtout en physique et en sciences, mais aussi de les encourager à être créatifs. Alors, nos institutions ont une tendance à réduire la créativité, à demander aux élèves, non, mais tu sais, si Einstein n'a pas réussi, il ne faut pas essayer de faire les choses à côté ou à l'extérieur de la boîte. Ici, la boîte,
rentre dans la boîte et fais une bonne boîte. Fais-moi une bonne boîte, mais fais-moi pas quelque chose à l'extérieur de la boîte. Alors, je pense pour l'enseignement, ce qui est critique, c'est d'amener les enfants à avoir, à laisser l'imagination des enfants, qui est très grande, les enfants ils sont très connectés, à laisser l'imagination des enfants grandir comme ça et de leur donner les outils pour qu'ils puissent avancer. On leur donne les outils, mais on ne leur donne pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut construire. On les laisse construire pour qu'ils voient, ah, mais alors, on leur enseigne ça. Et on dit, ouais, mais ça, mais aussi, c'est d'enseigner honnêtement. Et ça, c'est important. C'est difficile pour un professeur d'enseigner honnêtement parce qu'un professeur va avoir la tendance à vouloir être le maître de l'information et donc de dire, d'enseigner ça et de dire, mais on ne sait pas, ce n'est pas nécessairement correct, ce n'est pas nécessairement… Il y a cette partie qu'on ne comprend pas d'être fondamentalement honnête avec les enfants, des choses qu'on ne comprend pas. On n'a pas besoin de montrer aux enfants qu'on est les maîtres de tout. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et si on expose ça aux enfants dès le début, il y a une chance que les enfants puissent utiliser… Là, ils voient un chemin où ils peuvent sortir des gonds qu'on enferme dans notre société, l'évolution. Ça fait du sens ce que je te dis, Olivier? Je ne sais pas nécessairement en français comment l'exprimer le mieux. Mais… Non, c'est ça. Ouais. Sortir du cadre. Oui, laisser les enfants sortir du cadre. Par exemple, un bon exemple, pour donner un exemple concret. On enseigne, par exemple, la loi de conservation d'énergie à un enfant. C'est bien. Il faut qu'ils comprennent la conservation d'énergie. Il faut qu'on comprenne que l'énergie ne se perd pas, elle se transfère et elle peut se transférer en thermodynamique ou elle peut se transférer en champ électrique ou machin. Et on explique toutes ces relations entre les énergies qui peuvent se transférer d'un autre à l'autre, d'une chose à l'autre. C'est très bien. Et quand on écrit cette compréhension, il faut pointer dès le début que c'est seulement vrai quand on fait une analyse d'un système si on assume que le système est isolé au reste de l'univers. Alors, cette partie-là, c'est important de la préciser pour que l'étudiant puisse savoir, ouais, c'est pratique, je peux calculer la température d'un moteur Carnot, ça dit? Ouais, c'est un cycle Carnot, ouais. Un moteur thermique. Un moteur thermique, un cycle Carnot, machin. Je peux le calculer, c'est bien, ça me donne une bonne compréhension, mais je ne sais pas d'où l'énergie est venue. C'est-à-dire, l'énergie, elle n'est pas dans la boîte de mon système. L'énergie, elle n'est pas dans cette boîte. Si c'est un moteur thermodynamique, il y a peut-être de l'huile qui a été utilisée ou de l'essence, du charbon, des machins. Elle n'est pas dans ma boîte. Ça, c'est pas dans ma boîte. Ça, c'est sorti de la Terre qui était là-bas et ça a passé, je ne sais pas combien de millions d'années à se faire compresser. Et les atomes qui ont été compressés, ils sont sortis du Soleil. Et ce Soleil, il est sorti de la galaxie. Et la galaxie est sortie de l'amas de galaxies et tout ça. Et l'univers. Et là, on arrive au Big Bang. Alors, c'est quoi le Big Bang? C'est quoi l'énergie? Il faut ouvrir cette porte. C'est quoi l'énergie? Alors, l'énergie, c'est un concept
c'est un concept pratique pour l'humain pour pouvoir faire des calculs. C'est chouette, mais c'est quoi? En physique, ce n'est pas connu. Alors, d'exposer ça tout de suite à l'étudiant, ça donne une opportunité pour que l'étudiant comprenne que, ouais, on a trouvé ça, et ça, c'est pratique. Mais si on pouvait trouver ça, ce serait encore plus pratique. Hein? Parce que, par exemple, si on trouve la source d'énergie pour l'univers, mais là, ça devient pratique. Hein? Parce qu'on a accès à la source d'énergie pour l'univers. On n'a plus besoin de l'huile, on n'a plus besoin du carbone, du charbon, on n'a plus besoin. Et on peut faire quelque chose de différent. Donc, il faut que le maître d'école soit très attentif à ce qu'ils enseignent. Même en histoire, quand on dit aux enfants, ah oui, les pyramides, vous savez, c'était 100 000 esclaves avec des cordes et des rouleaux. Mais ouais, on peut dire ça aux enfants. D'ailleurs, mon enfant, quand il avait 10 ans, il est revenu de la maison, il m'a dit, papa, on m'a expliqué comment les pyramides avaient été construites. Pourquoi tu es si confus? Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, il y avait 100 000 esclaves. Et, bon, alors, on fait un petit calcul. Alors là, on s'est assis, on a passé une demi-journée à étudier les pyramides et à comprendre quels sont tous les éléments. On a fait les calculs et à la fin des calculs, j'ai demandé à mon enfant d'écrire une conclusion à ces calculs. Alors, il a vu qu'il fallait bouger une pierre à toutes les quelques secondes. Il fallait mettre une pierre à toutes les quelques secondes pour construire une pyramide comme ça, avec la précision et tout ça. Et donc, quand il a tout additionné, il a tout mis en sa conclusion, ça n'est probablement pas possible de construire une pyramide avec 100 000 esclaves qui poussent dans le désert. Alors, c'est peut-être d'autres choses, c'est peut-être une combinaison de choses, c'est peut-être des extraterrestres, c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est d'être honnête. Hein? Alors, on peut expliquer que la théorie jusqu'à maintenant, c'est que ça a été 100 000 esclaves. Ah, mais non, ils ne sont plus esclaves, maintenant ça a été changé, ils étaient tous des fermiers, et quand ils n'avaient pas le temps, quand ils ne faisaient pas la ferme, ils faisaient des pyramides. C'était des fermiers extraordinaires. Et donc, ça, c'est la théorie en ce moment. Mais il faut dire, ça, c'est la théorie en ce moment. Ça, c'est pas nécessairement la vérité. Et c'est correct d'enseigner aux enfants qu'on ne sait pas nécessairement la vérité. Ouais, ça, c'est très, très intéressant. Et donc, pour parler d'enseignement, il y a beaucoup de questions sur les derniers travaux qu'on réalise en physique, les équations, et qu'est-ce qu'elles montrent et quelles sont les conséquences plus directes, on va dire, à court terme. Tu sais ce qu'on a écrit en physique. Tu veux essayer de répondre? Je vais commencer, puis tu peux compléter ou tu veux commencer? Tu commences? Non, commence. Alors, ce qu'on écrit en physique en ce moment, bon, alors il faut être familier un peu avec ce que j'avais écrit avant. Hein, j'avais trouvé, bon, initialement avec Dr. Rasher, on avait écrit des papiers sur la structure de l'espace, qui avait un tore, qui avait une torsion, mais qui était quantifié, c'est-à-dire qu'on a écrit des papiers dans la physique de plasma qui montrait que les plasmas interagissaient avec une structure de l'espace et qu'on ne pouvait pas avoir les équations de plasma qu'on a non linéaires sans avoir
une structure de l'espace quantifiée et polarisée. Et évidemment, éventuellement, ça m'a amené à cette super, vraiment simple expression pour la masse du proton et son rayon. Et ça donnait des résultats très, très... Et c'est pourquoi le proton, même, parce que le proton, c'est le centre de l'atome, c'est la masse de l'univers. C'est plus ou moins tous des protons. En général, la masse de l'univers est calculée qu'en protons parce que les électrons, ce n'est pas assez pour faire une différence. Et donc, le proton, c'est la base de la réalité. Et donc, j'ai étudié le proton et j'ai trouvé que, on peut décrire la masse du proton, donc la masse de la réalité, la masse de l'univers, en fait de quantification de la structure de l'espace, c'est-à-dire que l'espace, au niveau très, très fin, au niveau de Planck, qui est des milliards et des milliards de fois plus petit que l'atome, et n'est pas smooth, n'est pas lisse, mais n'est pas continu. Oui, n'est pas continu, il est granuleux. Et que ces grains, ces très petits grains de Planck, des oscillations de Planck, des grains électromagnétiques, quand ils sont ensemble, quand ils sont cohérents ensemble et qu'ils créent une surface, cette surface, l'information qui passe à travers cette surface, c'est l'énergie qu'on décrit comme la masse. Alors, c'était une très grande... C'était un très grand chemin pour en arriver là. Mais le résultat est très, très simple. Et donc, c'est un ratio entre l'information. Alors, chaque petit grain peut être décrit en fait d'information. Et donc, j'ai trouvé que ce ratio d'information de l'information à l'intérieur du volume d'un proton, qui est très, très petit, hein. Un volume de proton, c'est 10 à la moins 39 cm3, c'est très, très, très petit. Et donc, que l'information à l'intérieur de ce proton est en relation à la surface d'information sur ce proton, c'est-à-dire combien d'informations peut passer à travers ce proton, à travers la surface, donne exactement la masse du proton. Et j'ai trouvé que ça donnait aussi exactement la masse des trous noirs dans l'univers. Alors, c'était remarquable parce que ça fonctionnait pour l'univers, ça fonctionnait pour le proton et ça me donnait quelque chose d'un peu bizarre pour le rayon. Ça m'a donné un rayon 4% plus petit que le rayon standard du modèle standard. Et ça casse le modèle standard. C'est le modèle standard, un rayon de protons plus petit de 4%. Il y a toutes sortes de choses qui ne fonctionnent plus dans leur modèle et ils n'aiment pas. Et alors, moi, j'ai publié ça. J'ai dit peut-être qu'on a mal mesuré le rayon du proton. Je ne savais pas, mais en même temps, dans un accélérateur à Zurich, en Suisse, ils essayaient de mesurer le rayon du proton plus précisément. J'ai publié en 2012. En 2013, ils ont publié les résultats de cet accélérateur de protons et le résultat était 4% plus petit que ce qui était estimé par le modèle standard. Alors, j'étais très content. J'étais à l'intérieur d'un sigma, c'est-à-dire j'étais à l'intérieur de la marge d'erreur. La marge d'erreur de l'expérimentation. Et depuis ce temps, depuis 2013, ils ont reconfirmé ce rayon et ils l'ont reconfirmé avec des électrons au lieu des muons qu'ils utilisaient au début. Et maintenant, c'est devenu la valeur CODADA, c'est-à-dire c'est la valeur standard pour tous les physiciens d'utiliser ce nouveau rayon depuis l'année passée. Et là, donc, ça a confirmé ma théorie. Mais il y a quelque chose d'intéressant, puis je vous disais ça pour vous rattraper si vous ne le savez pas. Il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé quand j'ai fait cette équation, c'est que quand j'ai regardé le nombre d'informations de ces petits grains à l'intérieur du proton, j'ai trouvé la masse de l'univers ou une relation à la masse de l'univers. Et j'ai dit, waouh, il y a la masse de l'univers en fait d'informations à l'intérieur d'un proton.
le système est holographique. C'était quelque chose que j'avais conclu déjà depuis des années, mais je n'avais pas nécessairement le formalisme pour le décrire. Et je me suis dit, alors si ça c'est vrai, est-ce que je peux appliquer ça à l'univers? Alors, j'ai grandi mon proton au niveau de l'univers et quand je l'ai amené au niveau de l'univers, j'ai trouvé encore les bonnes valeurs. J'ai trouvé la densité fondamentale de l'univers, j'ai trouvé la masse de l'univers, j'ai trouvé l'énergie et le système et j'ai publié ça aussi. Alors ça a été publié dans les 2 dernières années et j'ai résolu des problèmes en physique qui s'appelaient la catastrophe du vide et tout ça de cette façon. Et ça, c'est important en physique, mais aussi, donc je voyais qu'il y avait une échelle. Et avec Olivier, en regardant cette échelle, on a trouvé aussi la solution pour le proton avec Amura Waldbaker. On a publié ça. Et c'est tout à partir de la même formule, à partir du même formalisme. On a trouvé toutes ces réponses, mais très, très précisément, très, 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 très bien, avec beaucoup de nombres de précision, très, très bien. Et donc, et on avait le proton, on avait l'électron et on avait l'univers. Et ça me semblait évident qu'il devait y avoir une loi d'échelle qu'on pouvait écrire en mathématiques qui nous aiderait à tout connecter. Et je n'étais pas le premier qui avait pensé à quelque chose dans le genre. Il y avait Paul Dirac qui avait, à la fin de sa vie, après, il était directeur de la physique à Oxford, je pense. Et à la fin de sa vie, il a écrit une théorie qui s'appelait la théorie des grands nombres. Et parce qu'il trouvait ce grand nombre qui sortait partout. C'est à peu près 10 à la 40, 10 à la 60 qui sortait partout dans la physique. Et il ne savait pas pourquoi. Et il disait, mais ça ne peut pas être aléatoire, ça. Il doit y avoir des relations d'échelle qu'on ne comprend pas. Et entre les forces et l'échelle, par exemple, le rayon du proton par rapport à l'univers, c'est 10 à la 40. La masse, la gravité comparée à la force forte, c'est 10 à la 40, tout ça. Alors, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on essaie de trouver, mais parce que ça a été à la fin de sa vie. Alors, les grands physiciens, puis Dirac, c'était un grand physicien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dirac, ouais, c'est au moins au niveau d'Einstein. Alors, c'est marrant, même Einstein et Dirac, les grands physiciens, quand ils arrivent à leurs années plus vieilles, où ils ont plus de wisdom, ça se dit comment en français? Sagesse. Sagesse. Ils disent, s'ils sortent quelque chose d'un peu bizarre, là, ils leur disent, ah ouais, il est trop vieux, il est gaga. Alors, ils ont dit à Dirac qu'il était complètement gaga avec ses grands nombres et que ça n'avait rien à voir, il faisait de la numérologie. Ils l'ont accusé de faire de la numérologie. Dirac, c'était un des plus grands mathématiciens, physiciens dans l'histoire de la physique. Il a écrit il a résolu les équations, les seules équations qui relient la relativité avec la physique quantique. Ça s'appelle Quantum Field Theory. Et il n'y a pas beaucoup de mathématiciens ou de physiciens sur la planète qui comprend ces équations dans leur profondeur. Et donc, c'était pas... au Québec, on dit que c'était pas un toothpick. Et donc, je voulais... bon, moi, j'y arrive parce que là, c'est une longue réponse. Mais en général, on a donc, avec Olivier, on a commencé à regarder au grand nombre. Moi, j'ai amené ça à Olivier. C'est comme, regarde, Dirac, il était là. Olivier, il pensait à ça. Il a vu d'autres papiers, machin. Et on a trouvé une loi d'échelle sur cette solution holographique que j'avais trouvée. Et on a appliqué cette loi d'échelle.
et tout est sorti. C'est fantastique. Tout est sorti. On a eu, tout d'un coup, on a eu le terme thermodynamique pour le fond de température de l'univers. Ça a sorti pile sur les mesures qu'on a. On a pu sortir les grands amas, les galaxies, les étoiles, les planètes. On a pu sortir la table des éléments. Tout est sorti comme ça, comme un lotus qui s'ouvre, comme une fleur qui s'ouvre, comme ça, pouf! Et puis, on a manqué de place sur le tableau dans le laboratoire. On s'est mis à écrire sur les fenêtres et le soleil passait dans les équations. C'était un moment angélique. Mais on a eu plusieurs comme ça. Et puis, on a donc découvert cette loi d'échelle qui est fragmentaire, qui fragmente, qui est fractale en fait, et qui nous donne toutes les… Et là, on a pu sortir la force gravitationnelle, par exemple, avec 10 à 11 nombres de précision, alors qu'elle n'est que connue à 5 nombres de précision. Et c'est un gros problème en physique parce que toutes les autres constantes sont connues avec 10 à 11 à 14 nombres de précision. Et donc, dès qu'il y a G dans une équation, toute la résolution de l'équation redescend à 5 nombres. Et là, on a pu sortir G, on a sorti la Rydberg constante en français. Ouais, la constante de Rydberg. Qu'est-ce qu'on a sorti d'autre, Olivier? Le moment magnétique de l'électron, du proton. Oui. Ouais, on a sorti toutes les grandeurs de physique. Oui, et puis les muons, les tau, toutes les particules, hein, on les a sortis aussi. Et c'est vraiment beau parce que ça fait le lien avec tout ce qui a été fait précédemment en physique. Alors, ça écarte une partie de la physique qui ne faisait pas sens, mais une grosse partie de la physique, ça la lie et ça donne un sens qui n'était pas forcément apparent de la façon dont c'était formulé jusqu'à présent. Oui. Alors, et là, ça relie tout. Avec une équation, avec un concept, et aussi, et puis là, on peut explorer. Alors, parce que là, on a comme le mètre, c'est comme une mesure. Hein? Là, on a la mesure. Alors, on peut descendre dans l'échelle, on peut monter dans l'échelle. C'est les seules physiques que je connais où, sans savoir rien sur une autre échelle, on prend n'importe quel point dans l'échelle et on peut dire, en étudiant ce point-là, par exemple, on peut prendre le proton et en étudiant ce petit proton, on dit, l'univers a cette grandeur, il a cette masse, il a cette température et tout ça, il a cette accélération et tout ça. Et donc, c'est remarquable et on peut donc, à partir de cette échelle, maintenant, aller plus haut, aller plus bas. Alors, on est allé plus bas et on a trouvé le subplan, qu'on a trouvé la partie. Et puis, c'était marrant parce que j'ai rencontré le délalignement, ça s'appelle en français? Cette année, j'ai passé presque 4h30 avec le Dalai Lama et d'ailleurs, Olivier était avec nous en Inde. On est allé le rencontrer et c'était un moment incroyable. Hein, Olivier? Oui, c'était une session de physique un peu particulière. Oui, et c'était marrant parce que j'étais très excité à propos de lui parler. Ça faisait très, très longtemps que je voulais lui parler parce que je sais depuis très longtemps qu'il cherche avec les physiciens comment relier le bouddhisme, ses traditions. Il sait que dans ces traditions, il y a de la physique. Il n'arrive pas à trouver des physiciens qui comprennent ça. Alors, j'étais très excité de lui parler parce que moi, j'ai vu ces connexions très, très au début. Et donc, je me suis mis à lui dire, regardez, on a trouvé
et j'ai commencé à lui expliquer la structure de l'espace, c'est des particules, des petites particules de Planck et tout ça. Il m'a regardé, il dit, ah oui, dans notre tradition, on a quelque chose qui s'appelle les space particles, Les particules de l'espace. ouais, les particules de l'espace. Et j'ai dit, ah, mais ça, c'est donc, vous saviez que c'est des grains, l'espace. Il dit, oui, oui, on était au courant. Et là, je lui ai montré l'échelle, j'ai montré tout ce que ça donnait, tout ça. J'ai dit, ah, c'est tout basé sur les particules de l'espace. Il m'a dit, ah oui, mais dans nos traditions, ils disent que les particules d'espace font toute la réalité. Je disais, ah, c'est bien. Mais il me regarde et il dit, il baisse ses lunettes, il me regarde et il dit, mais nous, on a une particule encore plus petite, encore plus, il a dit subtle. Subtil, oui. Alors, j'ai pris ça comme plus petite, mais il a dit, on a une particule plus subtile. Et j'ai dit, ah ouais? Il dit, oui, ça s'appelle la particule de la conscience. Et nous, on avait déjà calculé cette subplanckienne particule, cette particule en dessous de Planck, et qui a une vitesse 10 à la 40 fois plus vite que la lumière. Et donc, qui fait que le Planck, qui est très, très petit, est au centre de l'échelle entre l'univers. C'est-à-dire qu'il y a autant de distance entre un Planck et l'univers et un Planck et cette subparticule subplanck. Et dès qu'il a dit ça, moi, ça m'a frappé dans la tête, c'est que, waouh, ça c'est la vitesse de la conscience, c'est la vitesse de la pensée. Et c'était déjà dans leur tradition, tu vois. Alors, et ça, c'est... Voilà, en tout cas, je suis très excité à propos de tout ça. Vous pouvez vous en douter. Et je pense que là, on arrive à quelque chose de très fondamental qui va nous amener au prochain niveau de l'évolution de l'humanité pour comprendre la gravité au plus profond, pour pouvoir contrôler la gravité, pour pouvoir voyager dans l'univers, pour pouvoir faire de l'énergie, pour toutes ces choses qui s'ouvrent, que cette possibilité, c'est le lotus qui s'ouvre et le cadeau dans le milieu, c'est que notre Terre va devenir self-sufficient. Autosuffisante. Autosuffisante, de façon qu'elle ne soit pas, qu'on n'ait pas besoin de détruire pour évoluer. Et ça va tout changer. Ok, merci Nassim. Olivier, tu veux rajouter quelque chose ou peut-être prendre une question que tu as vue ou relancer Nassim sur un sujet sur pas trop longtemps? On va pas, ouais, on va rester Nassim disait plutôt 1h30, donc on a encore un peu de temps. Ok, cool. Et on va peut-être pas trop développer sur la physique parce qu'on va en parler lors du module c'est 3 et 4 sur la physique moderne et les avancées qu'on a fait. Et on ne voudrait pas noyer les personnes. Ok. Nassim, il y a beaucoup de gens qui demandent, qui sont inquiets parce qu'ils se demandent est-ce que je peux comprendre le cours de sciences unifiées parce que j'ai pas de bagage en physique. Il y en a beaucoup qui demandent ça. Est-ce que je suis capable de suivre ce cours? Oui, ça c'est une bonne question. Hein. C'est sûr. Le cours a été écrit pour... il y a une traduction pour layman en français? Pour le grand public. Oui, pour le grand public. Il n'est pas écrit pour les physiciens. En fait, on veut en écrire un pour les physiciens bientôt, mais celui-là est définitivement n'importe qui. Mes enfants, ils l'ont pris à l'âge de 10 ans. Ils ont compris. C'est très possible. Puis, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre, que ça va prendre un peu de temps d'intégrer. C'est OK. Continuez à avancer. Ça va percolated. Ça va rentrer progressivement. Ouais, ça va rentrer progressivement. Éventuellement, ça va ressortir quand vous en attendez le moins. Il y a des choses qui vont demander une réflexion
sur ce qui est dit, comment ça relève. Mais beaucoup de gens, quand ils prennent le cours, qui disent que ben, c'est pour moi, même moi, quand je lis le cours, parce que moi, ça me rappelle des choses, j'avais oublié, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de moments où j'ai une sensation de... Je sens le changement à l'intérieur de moi. C'est incroyable. Les gens qui prennent le cours ressortent de ce cours différemment que quand ils y sont rentrés. Ça, c'est sûr. Et donc, mais c'est tout compréhensible et même les enfants peuvent le prendre. Ok. Alors, Olivier, il y a une question qui revient très souvent, Nassim, pour toi. C'est quelle est la conséquence de ces connaissances sur la santé? En gros, sur notre personne, comment on peut utiliser ces connaissances, on va dire, dans notre quotidien? Oui. OK. Alors, ça relie un peu à ce que je disais il y a 2 minutes, que quand quand ces connaissances deviennent intégrées dans notre conscience, on sent un changement physique. C'est remarquable. Et c'est parce que il y a des nouveaux pathways, il y a des nouvelles neurones qui allument. De nouveaux chemins, de nouvelles connexions. Il y a des nouvelles connexions qui se font, mais pas juste dans votre cerveau, mais dans votre corps as well. Je n'ai pas le coronavirus, vous n'allez pas avoir peur. Donc, il y a des changements électromagnétiques, il y a des changements, du système nerveux qui changent dans votre corps quand vous arrivez. C'est comme si vous alliez à un autre niveau d'énergie. Alors, et ça peut être un peu inconfortable au début. Ça peut être un peu difficile. Il faut prendre son temps, il faut lire, il faut réfléchir, il faut assimiler tout ça. Mais éventuellement, vous commencez à voir l'univers d'une autre façon. Par exemple, vous allez commencer à voir l'univers en fait d'informations dans le champ électromagnétique de la planète. Et donc, vous pouvez vous relier à des sections d'informations qui n'étaient pas accessibles avant. Et ça change tout, tu vois. Ça change qu'est-ce qu'on fait au point de vue fondamental de notre évolution. C'est-à-dire que on peut commencer à sentir cette énergie, on peut commencer à vivre cette énergie tous les jours, on peut commencer à se nourrir de cette énergie. On se nourrit déjà de cette énergie puisque tous les atomes dont on est fait se nourrissent de cette énergie, mais on peut accroître la cohérence de l'information ou de l'énergie qui passe dans notre corps pour devenir de plus en plus aligné à un niveau de plus en plus haut. Et ça a des impacts incroyables sur votre système immunitaire, sur votre capacité de fonctionner. C'est vraiment fondamental. Et donc, ça a un impact sur vos niveaux d'énergie, votre cohérence, votre capacité de passer des moments difficiles. Beaucoup plus, par exemple, on sait que le stress, la dépression, toutes ces choses diminuent votre système immunitaire, diminuent votre capacité de fonctionner, d'assimiler les minéraux, par exemple, d'assimiler l'eau et tout ça. Mais ça, c'est vrai, on le sait, on l'a mesuré très solidement. Mais ça prouve que le contraire est vrai aussi. Ça prouve que quand on est bien aligné, quand on est cohérent, quand on apprend sur nous-mêmes, quand on devient de plus en plus profond dans notre conscience, dans notre capacité d'interagir avec l'univers et tout ça, que notre système immunitaire il devient de plus en plus fort, que notre système biologique devient de plus en plus fort. Les deux sont vrais.
Et ce n'est pas que d'un côté dans la pente qui descend, c'est dans la pente qui monte aussi. Et donc, apprendre cette information, c'est critique pour l'évolution de notre corps et l'évolution de notre conscience. Alors, ce n'est pas que juste une gymnastique intellectuelle, c'est une expression de notre essence la plus profonde qui émerge dans notre corps. Et ça a un impact fondamental sur notre biologie. Alors, il y a une autre question qui revient très souvent, c'est une question de quelle est la suite en termes d'application et un peu l'horizon vis-à-vis des nouvelles technologies qui sont développées au laboratoire, Eurostech, toutes les technologies liées que ce soit à la santé ou au contrôle de l'énergie, contrôle de la gravité. Oui, mais c'est sûr. Hein. Par exemple, ce virus, ça a été même publié, hein, Olivier. Électromagnétiquement, ce virus, on peut l'irradier, on peut sanétiser notre planète très rapidement d'un virus parce qu'ils sont très spécifiques dans leur fréquence fondamentale. La fréquence de résonance. Ouais. La fréquence de résonance fondamentale, on peut, avec les champs électromagnétiques, de la bonne façon, irradier. Et là, au lieu d'un champ électromagnétique qui diminue notre système immunitaire, c'est un champ électromagnétique qui améliore notre système. Et donc, il y a des applications presque à l'infini de ce genre de truc. Et la production d'énergie, la production de champs gravitationnels, tout ça, on essaie d'avancer le plus vite qu'on peut à Eurostech, mais nos budgets sont petits comparés à ce qu'il nous faudrait, c'est difficile, les gens ne comprennent pas nécessairement, c'est une bataille pour pouvoir avancer parce qu'on n'a pas les budgets du CERN. Alors, mais ce qu'on trouve, c'est des choses beaucoup plus importantes que de trouver une petite particule pour que quelqu'un ait le prix Nobel là-bas. Mais eux, ils ont 13 milliards de dollars et nous, hein? Alors, ça avance, on y arrive très vite, en fait, ça avance et on y sera dans les prochaines années, c'est sûr. Ça va sortir dans les prochaines années, c'est sûr. Ça sort de partout. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on ait la physique, qu'on ait la compréhension pour que notre société puisse l'admettre dans notre structure sociale. S'il n'y a pas tout la compréhension qui vient avec, c'est comme essayer de planter une fleur des tropiques en Alaska. Ça ne survit pas. Ça a besoin du bon environnement. Alors, il faut avoir la physique, il faut avoir la compréhension, il faut que la population comprenne ça. Et c'est pour ça que ce cours est tellement important. Et après, ça devient quelque chose, toutes nos consciences mises ensemble, voyant cette possibilité dans le futur, fait que cette possibilité peut émerger dans notre société. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 30 ans, j'ai commencé cette grande aventure d'essayer de transmettre ce que j'avais trouvé au public parce que je savais qu'il faut avoir le soutien de plus en plus de gens pour que ça devienne de plus en plus clair et de plus en plus possible dans
dans les possibilités de le futur de notre planète. Mais je ne vous parle pas dans 3 générations, je vous parle dans les prochains 5 à 6 ans. C'est sûr, dans les prochaines 2-3 années, c'est sûr que ça sort. Parce que moi, j'aimerais dire quelque chose. Souvent, les gens, les messages qu'on reçoit à Resonance Science Foundation, c'est que les gens ont peur des ondes électromagnétiques et soit ils les classent comme étant toutes mauvaises ou soit comme étant toutes bonnes. Est-ce que toi, tu pourrais expliquer comment ça se passe? Ben, premièrement, on vit dans un champ électromagnétique qui est le champ de Planck, qui est la base de toute la réalité. Alors, on est fait de champs électromagnétiques. Toute la matière qui est autour de nous est faite de champs électromagnétiques. Et en fait, on l'a décrit de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il y a ces oscillations fondamentales et on a séparé, on a dit, ah oui, quand ça oscille comme ça, sans le savoir, on ne savait pas que ça partait tous de la même chose. Alors, on a dit, ah, ça, c'est la masse. Ah oui, ça, c'est l'énergie. Ah oui, ça, c'est la gravité. Ça, c'est les champs électromagnétiques. Bon. Et là, on découvre que c'est tout parti du même champ. Et de ce champ, donc, il y a des oscillations électromagnétiques qui ont des effets négatifs, c'est sûr, parce que si ils ne sont pas en résonance avec ce champ fondamental, ça crée des interférences pour que vos cellules puissent accéder à cette information du champ fondamental. C'est comme s'il y avait du bruit tout d'un coup dans l'environnement et ils n'arrivent plus à communiquer bien. Et quand ils ne savent plus communiquer bien, quand ils perdent la communication d'une cellule à l'autre, si ça devient tellement intense qu'ils perdent la communication d'une cellule à l'autre, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez un cancer parce qu'ils ne savent pas s'il faut qu'ils se divisent. Ils continuent à se diviser sans contrôle parce qu'ils ne savent plus communiquer avec le reste. Alors, et ça, on sait. Hein, on sait, par exemple, que les gamma rays créent le cancer, que les X-rays peuvent créer le cancer, tout ça. Alors, mais il y a l'utilisation de ces mêmes champs électromagnétiques qui peut être fait d'une façon différente, qui peuvent être agencés d'une façon différente pour qu'en fait, ça accroît la communication et la connaissance entre les systèmes, que ça améliore le système, que ça ne, au lieu de créer du bruit, ça aide la haute fidélité du système. Et donc, comme toute chose, ça peut être utilisé pour être très bénéfique et ça peut être utilisé pas tellement bénéficiairement. Évidemment, nos systèmes électromagnétiques qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas très évolués. C'est résultat de presque que 150 ans ou même moins d'évolution technologique sur notre planète. Alors, 150 ans, universellement, c'est tellement petit, c'est même pas sur le radar universel, ça passe même pas comme un blip, you know. Alors, évidemment, nos systèmes ne sont pas très cohérents, ils ne sont pas. On a fait des machins pour pouvoir communiquer, mais ils utilisent des ondes électromagnétiques qui ne sont pas trop bien pour le corps. Et c'est pas. On a réussi à se connecter, c'est bien, mais là, avec ces nouvelles physiques, on va apprendre à se connecter de la même façon que l'univers est connecté. On va utiliser les mêmes systèmes qui sont naturels à l'univers. Ça va être des champs électromagnétiques, mais qui vont passer par intrication d'un point à l'autre, au lieu d'être transférés linéairement. En ce moment, on transfère l'information linéairement sur un champ électromagnétique, par exemple. On envoie à une antenne, l'antenne l'envoie à une autre, l'envoie à une autre. Éventuellement, elle arrive à ton téléphone ou bien elle est envoyée à un satellite, elle revient sur et bon, ça, c'est tout linéaire. Mais on sait que les particules peuvent être intriquées.
Hein? En fait, ce qu'on découvre, c'est que toutes particules sont intriquées. C'est qu'ils ne sont pas nécessairement intriqués localement, c'est-à-dire qu'on voit une particule, on dit « Ah, celle-là, elle n'est pas intriquée ». Mais on ne sait pas, elle est intriquée avec une autre particule de l'autre côté de l'univers. On ne le savait pas. Elle apparaît indépendante à partir de notre visualisation. Mais on a réussi dans un laboratoire à intriquer deux particules qui sont dans le même laboratoire pour qu'on voit qu'ils sont intriqués. Mais ils sont tous intriqués. Et là, on commence à comprendre la structure de l'espace qui transfère cette information. Et là, on va pouvoir faire des technologies qui utilisent la même structure, qui utilisent la structure de l'espace, qui naturellement transfèrent l'information. Et donc, on va pouvoir transférer de l'information, par exemple, d'ici à l'autre côté de la galaxie, instantanément, parce que on va utiliser l'intrication au lieu d'utiliser une émission électromagnétique linéaire qui a tendance à créer du bruit partout et qui crée des problèmes pour la biologie. En fait, c'est incroyable que notre biologie peut survivre le bain de bruit électromagnétique qu'on crée sur notre planète. C'est remarquable qu'on puisse survivre ça. Déjà, ça montre combien résilient, ça se dit en français? Ouais. Résilient est le système biologique. C'est incroyable. Olivier, est-ce que tu veux prendre une question ou... Il y a beaucoup de questions sur le cristal ARC. Alors, même si on en reparlera beaucoup plus pendant le module 6. Oui. Oui, mais alors, voilà, le cristal ARC, c'est le début de... Moi, j'avais découvert en 1999, mais c'est le début de l'investigation de ce genre de technologie qui est, au lieu d'une technologie radiante, qui est une technologie en résonance et qui interagit un peu avec ce champ électromagnétique fondamental et qui extrait un peu de cette énergie, un peu de cette cohérence, qui communique cette cohérence à son environnement. Et d'ailleurs, si vous prenez votre petit cristal d'arc et vous le mettez, et c'est pour ça que je l'ai fait qu'il soit détachable, et vous le mettez en dessous d'un bol d'eau, l'eau dans le bol, elle change. Et quand vous donnez l'eau à vos plantes, les plantes poussent beaucoup plus vite, 3 à 4 fois plus vite, ils font beaucoup plus de fruits, presque 10 fois plus de fruits, les fruits sont beaucoup plus gros, sont beaucoup plus résistants aux pathogènes et tout ça. Alors, on extrait un peu de la force de vie, si vous voulez. Et donc, c'est un outil utile et c'est vraiment un tout petit pas vers cette nouvelle technologie, mais c'était le premier pas que j'ai pu faire. Et donc, je l'ai mis sur le marché il y a 2 ans. Tout ce temps-là, entre 1999 et il y a 2 ans, j'ai fait des tests et tout ça pour m'assurer que ça fonctionnait bien et que je pouvais le produire en masse parce que ça fait que 2 ans que c'est possible que ça soit produit en masse pour que je puisse le distribuer parce que c'est très difficile à construire. Et donc, je suis très content de l'avoir mis sur le marché, surtout dans ce moment où les gens ont besoin d'avoir le maximum de cohérence, le maximum d'énergie, mais le maximum de... Alors, l'eau structurée, c'est important. Quand j'utilise le cristal, je sens que mon système immunitoire est plus fort. On a fait des tests, tout ça, c'est très utile, surtout dans ce moment qu'on passe dans notre évolution en ce moment et toutes les choses auxquelles on est exposé. D'ailleurs, on a fait des tests avec les plantes. On a mis des plantes avec des cristaux et des plantes sans les cristaux près d'un émetteur Wi-Fi très fort. Et les plantes sans les cristaux, ils n'ont pas survécu très bien. Ils avaient beaucoup de difficultés. Et les plantes avec les cristaux, ils ont continué à fonctionner. Et là, je veux clarifier,
c'est pas comme si le cristal crée un champ qui résiste le champ qui enlève les champs électromagnétiques autour de vous. C'est pas ça du tout. En fait, c'est que l'effet du cristal sur la biologie et sur la molécule d'eau surtout, qui est votre biologie, accroît l'énergie du système pour que le système soit moins affecté des champs électromagnétiques dans lesquels on baigne. Alors, c'est pas que ça bloque les champs électromagnétiques, c'est que ça accroît votre résistance à ces champs-là. OK. Mais ça semble, en tout cas, d'accroître vos résistances à ces champs-là quand on a fait les tests en laboratoire. Est-ce que tu peux expliquer aussi pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, pourquoi l'art cristal est si cher? Ouais, mais parce que c'est extrêmement difficile à construire. Comme je disais, ça fait que 2 ans que la technologie est là pour pouvoir le construire. Je pouvais en faire un par un pendant longtemps, mais si j'ai besoin d'en distribuer 1000 par mois, non. En ce moment, on a distribué à peu près, je ne sais pas, 300 par mois ou quelque chose dans le genre. Et déjà là, c'est difficile. Et donc, parce que la coupe du cristal, bon, premièrement, le cristal, il faut qu'il soit très, très pur. Alors, il est grandi en laboratoire, le cristal, pour qu'il soit dans un environnement contrôlé. S'il y a des impurités dans le cristal, je ne peux pas avoir la cohérence que j'ai besoin pour créer cette relation avec la structure de l'espace. Et après, il doit être coupé et couper les facettes du cristal de façon très, très précise. C'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur où la géométrie du cristal peut être plus ou moins correcte par une très petite marge. S'il est incorrect d'une grosse marge, je perds l'effet. Alors, il faut que ce soit dans cette marge. Et ça, c'est très difficile. Ça prend des machines très complexes pour faire ça. Il y a beaucoup d'étapes dans la coupe et dans le polissage. Il y a beaucoup d'étapes dans la coupe et le polissage. Grandir le cristal, déjà, ça prend 2 ans. Après, il faut le couper et il faut que ça coupe, que ça soit très bien coupé. Et après, il y a tout le système d'armature que j'ai dû mettre autour du cristal pour qu'il soit solide. Parce que j'avais commencé à en donner à des copains, à des gens dans mes séminaires, tout ça. Et typiquement, les gens, à un moment donné, dans les premières semaines qu'ils avaient leurs cristaux, ils l'échappaient. Et là, le cristal, ou bien il avait des fractures très petites, mais quand même des fractures. Et là, la cohérence diminue très rapidement. Ou bien ils étaient complètement cassés. C'était très fragile. Alors, j'ai dû mettre une armature de titanium autour et il y a une suspension pour que le cristal ne soit pas dampened. Comment tu dis en français? Ouais, comprimé. Comprimé. Amorti. Amorti, qui puisse continuer à scier. Alors, il y a une suspension à l'intérieur, il y a un champ, il y a des aimants à l'intérieur pour qu'il soit possible de mettre dans votre… Alors, c'est une technologie assez simple, mais compliquée à faire. Et donc, c'est les prix auxquels je suis arrivé pour pouvoir avoir une entreprise qui puisse fonctionner. J'espère que, comme on développe toutes ces techniques et on avance là-dedans, éventuellement, ça va devenir beaucoup plus accessible. J'aimerais bien. En fait, j'aimerais bien en donner à tout le monde sur la planète, parce que plus il y a de ces cristaux sur la planète, plus il y a de cohérence. Moi, j'aimerais bien les donner à tout le monde, mais je n'ai pas les moyens. J'aimerais bien. Ouais, il y a aussi, on peut en parler maintenant parce que tu as donné un interview à Michael Hudson de BeatStocks qui est sur YouTube maintenant.
Ouais. qui est en anglais, mais que j'ai traduite et qu'on peut trouver sur YouTube, Censure et vie extraterrestre, avec toi et Michael Hudson, où tu parles pour la première fois un petit peu publiquement il y a des artefacts qui sont retrouvés, surtout en Amérique du Sud, avec des formes assez particulières et donc surtout beaucoup de visages humains ou avec de grands yeux. Ouais. Et d'autres choses aussi, on peut clairement voir des fois des formes un peu, voilà, Ouais. qui ressemblent à peut-être des engins spatiaux, etc. Et donc, tu as fait dater ces pièces, ces artefacts. Il y en a qui sont en céramique, d'autres qui sont en pierre, et tu les as fait dater par un laboratoire indépendant qui donne des dates qui sont très anciennes, entre 2800 ans, et je crois que la plus ancienne, c'est un buste qui fait 15 000 ans. Ouais. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Et ça fait aussi l'objet du module 5 du programme du cours de sciences unifiées dans lequel on aborde ces sujets sur l'histoire et l'archéologie. Oui, j'ai commencé à en parler publiquement. Et d'ailleurs, on a besoin d'aide là-dessus parce que toute la section archéologie de la Fondation n'est pas financée en ce moment parce que on n'a pas les moyens, c'est toujours la même chose. Mais j'ai fait le mieux que je pouvais, les tests que j'ai pu faire pour certifier que ces pièces ne sont pas des artefacts modernes. Et à première vue, j'ai fait au moins 15 à 20 tests. Ces objets ne sont pas modernes et en fait sont probablement très, 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 très vieux. Et malgré qu'il y a des faux dans tout ça aussi, alors il faut faire attention. Et donc, il y a des évidences, mais moi, ça ne me choque pas tant que ça, mais ça peut choquer les gens un peu. Ça ne me choque pas tant que ça parce que la probabilité qu'il y a de la vie dans notre univers est très, très grande. La probabilité qu'il y a de la vie dans notre univers qui a des milliers d'années d'avance plus avancée que nous est très, 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 très grande. Et donc, ça ne me choque pas tant que ça qu'il y ait pu avoir des interactions sur notre planète avec des extraterrestres il y a très longtemps. Et d'ailleurs, toutes les civilisations autour de la Terre semblent parler de cette interaction avec les dieux du ciel qui venaient des étoiles et tout ça. On le retrouve un peu partout sur la planète, de civilisations qui supposément n'avaient aucun contact l'un avec l'autre et tout ça. Alors, mais là, de trouver des évidences comme ça, c'est très excitant. Encore, je ne peux pas certifier à 100%, mais les tests, les premiers tests, parce que, par exemple, le terracotta, les pièces en céramique, les tests de luminescence pour donner les dates sont généralement assez précis. Aussi précis, sinon mieux que le carbone 14. Et donc, je suis assez confiant que ces pièces, que au moins quelques de ces pièces ne sont pas des fraudes et que il y a, et sur ces pièces, il y a clairement des dessins de vaisseaux spatials dans le système solaire, des dessins de système solaire, littéralement. Et il n'y avait pas, il y a 8000 ans, la plupart des pièces que j'ai testées dans la bande de 8000 ans, il n'y avait pas nécessairement des vaisseaux spatials et ils ne devraient pas, en tout cas, avoir ces concepts qui sont des concepts modernes, ou la description de notre système solaire avec toutes les planètes, avec des planètes qu'on a découvertes dans les années 60
et 50, mais qui sont dans les diagrammes donnés sur ces pierres. Alors, clairement, il y avait quelque chose de connu et une interaction qui s'était passée. Il y a beaucoup de ces pierres qui montrent des interactions entre les humains et les extraterrestres, ou en tout cas des gens qui semblent avoir des vaisseaux spatiaux. C'était peut-être nous dans le futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas normal. Et en tout cas, c'est normal parce que tu peux penser que ça pourrait arriver, mais c'est pas dans notre histoire typique de l'évolution humaine. Oui, c'est sûr. On n'est peut-être pas, finalement, la Terre est peut-être pas le centre de l'univers. On verra ça dans le futur. Olivier, Ouais. tu veux... Pardon, Nassim. Olivier, tu veux dire quelque chose? Voilà. Alors, il y avait des questions qui posaient sur, parce que lors du cycle de conférences que tu avais fait en France, tu parlais des analyses ADN qu'on avait fait sur des momies retrouvées en Amérique du Sud. Mais il me semble que même si William a écrit les papiers, on ne les a pas encore publiés avec les résultats. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Mais là, t'en parles. Non, mais ne parle pas des résultats. Ouais. Alors, on a eu accès à du matériel. C'était des momies de Paracas qui ont des crânes allongés, des crânes très allongés. C'est ce qu'on appelle les momies de Nazca, non? C'est ça? C'est celles qui sont appelées comme ça? Non, ça, c'est d'autres choses. D'accord, ok. C'est pour ça que je voulais faire la distinction. Ça, c'est ce que je parle, c'est les momies de Paracas qui sont des crânes allongés très spécifiques. Et ça fait très longtemps qu'ils les trouvent. Ils les trouvent aussi près de la mer Morte, la mer Noire, c'est-à-dire en Russie, et exactement les mêmes. Et d'ailleurs, quand on a fait l'ADN, on a vu que l'ADN de la mer est relié à la mer Noire. Ça s'appelle la APA Group et de la mer Noire. Et donc, il y a ces crânes bizarres. Donc, j'ai eu accès et j'ai pu faire une autopsie sur deux momies. Et j'ai donc, la chose qui était extraordinaire, c'est que une des momies avait du matériel encore dans le crâne. Et donc, il y avait encore du matériel cervical dans le crâne que j'ai pu extraire. Et on a eu des résultats pas possibles. C'est-à-dire qu'on a récupéré l'ADN nucléique alors que d'habitude, pour toutes les choses qui sont anciennes, même que de quelques 100 années, l'ADN nucléique est complètement détruit. Il ne reste que l'ADN de mitochondrial, oui. L'ADN mitochondrial. Et donc, on n'a que le côté de la mère. On n'a pas le côté du père. Et là, on a eu le côté du père. On a réussi et on a pu faire cette analyse qui est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a beaucoup plus de complexité. Et on a presque fini, mais à partir de ce qu'on a trouvé déjà, il y a... alors, du côté de la mère, il y a une relation, il y a une divergence entre le gène humain et les gènes qu'on a trouvés du côté de la mère, mais beaucoup moins grande. Mais du côté du père, à partir de ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, et ça c'est vraiment préliminaire, il y a une relation entre le gène du père et le gène Homo sapiens qui est de presque de 3%. C'est tout. Et
Et alors, 3 à 4 %. Et ça, c'est vraiment préliminaire. Alors, je ne peux pas vous certifier. Mais préliminairement, puis il y a beaucoup d'analyses à faire encore, mais ça semble très, très impossible que ce soit un Homo sapiens parce que, par exemple, entre une banane et un Homo sapiens, il y a une relation des gènes d'à peu près 40 %. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est beaucoup plus loin de la différence entre une banane et un humain. Alors, c'est probablement pas trop humain, mais on peut pas dire, je sais pas. On a besoin de plus d'analyse et on aimerait bien avoir plus d'analyse de laboratoires indépendants, mais on n'a pas encore fini notre analyse et puis on n'a pas encore tout mis. Puis aussi, les coûts de tout faire ça, c'est difficile. Ça revient encore à ça et c'est important, mais on essaie d'avancer sur tous les créneaux en même temps et c'est beaucoup. D'ailleurs, peut-être une dernière question qui revient très très souvent. Les gens se demandent comment ils peuvent aider, quel rôle ils peuvent avoir pour aider ces idées à avancer, aider la fondation. Ben, c'est sûr, on a besoin de fonds pour avancer, pour aider la fondation, aider nos laboratoires privés aussi, avec des investissements. Si vous connaissez des gens qui ont des ressources, c'est incroyable. C'est probablement une des choses les plus importantes à supporter dans notre monde aujourd'hui. Et c'est difficile. Mais ouais, vous pouvez nous contacter. Nos laboratoires s'appellent Taurus Tech. Alors, Taurus Tech, T-O en français, T-O-R-U-S, Tech, T-E-C-H.com. Et puis, vous pouvez nous contacter là, vous pouvez nous contacter à la Fondation pour nous aider. On a besoin de ressources, on a besoin d'aide financière, d'aide scientifique et tout ça pour nous aider à avancer. On apprécie tout ce que vous pouvez nous faire pour nous aider. Hein. Quelque chose de très très simple que tout le monde peut faire, c'est vraiment de diffuser les idées, diffuser le message, aider les personnes à se poser les questions et surtout faire circuler l'information. Ouais. Et devenir membre de la Fondation, déjà, ça aide beaucoup, hein, parce que là, la Fondation, elle perd de l'argent tous les mois. Alors, c'est pas sustainable. C'est pas soutenable. Soutenable, oui. Alors, pour une fondation qui promeut, qui a la sustainability, il faut qu'elle devienne sustainable elle-même. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'on soit soutenu parce qu'il y a beaucoup à faire. Et on le fait en ce moment. Les gens, parce qu'on fait tellement un bon travail, les gens pensent qu'on est une équipe de 30 personnes, 40 personnes qui s'occupent de ça. En ce moment, à la Fondation, il y a 4 personnes qui s'occupent de tout. Alors, et dans mes laboratoires, j'ai quelques ingénieurs, mais j'en aurais besoin de beaucoup plus et tout ça. Et donc, si vous pouvez nous aider, ça va faire une grosse différence, c'est sûr. Et ça devait être soutenu. Et les gens, mais pourquoi nous sommes dans une situation où ce qu'on fait est tellement difficile en relation avec les gouvernements et tout ça. C'est difficile pour nous d'obtenir des grants, des subventions. Des subventions gouvernementales et tout ça. On pourrait appliquer, probablement on pourrait en avoir,
mais ce n'est pas… pour nous, ce qui est important en ce moment, c'est qu'on puisse avoir ce genre de recherche financée par le public, pour l'évolution de la planète et que ça soit une recherche indépendante. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Là, on a perdu un Olivier. On a pu. Oui, il avait des petits problèmes de connexion, c'est pour ça. Ah bon. Et donc, on a mis en place tout un ensemble d'outils qui vont permettre à tout le monde de pouvoir communiquer et de partager des idées et de discuter, notamment sur le site web. Maintenant, il y a un forum et on encourage tout le monde à venir, ne serait-ce que dire bonjour, se présenter et partager des informations parce qu'on sait que beaucoup d'informations viennent des autres et ces partages et cette communication nous sont toujours très utiles. Oui. C'est quoi ta question? J'ai manqué. Non, ce n'était pas une question, c'était un message. Ah. Présenter les nouveaux outils qu'on mettait à disposition de tout le monde. Ah ouais. Mais là, je pense que ça va être l'heure. Tu peux faire juste un petit message de fin ouais. pour finir ce call. Ouais, je suis très content de pouvoir mettre ce course. Oui, ce cours. Ce cours sur… je suis très content de pouvoir vous l'amener gratuitement comme ça, de pouvoir avoir toute la communauté qui se rassemble, qu'on puisse discuter, utiliser le forum et tout ça. Je suis très, très content. Et encore, soyez patients avec nous. Hein. On fait le mieux qu'on peut. On est 4 à y aller. Je suis très content de pouvoir avoir cette interaction avec vous et d'avoir des feedbacks du grand public. Et puis éventuellement, je voulais même éventuellement qu'on puisse avoir les gens qui proposent des modifications au cours et qu'on puisse les impliquer dedans et tout ça. Et donc, on veut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire et puis votre participation, c'est super. Et puis, ouais, de dire à vos copains, de dire à votre famille, allez prendre le cours, dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien, les gens peuvent interagir comme ça. Et puis aussi, c'est d'encourager même les gens à devenir des membres et tout ça. Et puis, qu'on avance tous ensemble comme ça. C'est fantastique. Et puis, ça nous relie, ça nous connecte. Et puis, ça ne nous connecte pas juste au fait qu'on est tous en train de prendre le cours ensemble, mais ça nous connecte dans le champ morphogénétique, encore plus fortement. Et ça nous donne cette possibilité d'avancer. Ça nous donne cette possibilité de transcender. Ça se dit, ça? Ça se dit. Oui, transcender. Oui. Oui, transcender. De transcender notre évolution en ce moment humaine qui clairement a besoin d'un peu d'aide. Juste un peu. A besoin un peu d'aide. On a besoin de votre aide, tout le monde, ensemble. Hein? On pousse vers quelque chose de mieux que je vais pas donner de nom, mais on pousse un peu mieux qu'est-ce qu'on avait avant et on avance ensemble pour explorer l'univers, mais pas seulement dans notre tête, pour explorer l'univers avec nos technologies, avec nos avants et devenir harmonieux avec la planète, devenir harmonieux avec nous et comprendre le sens de notre vie, le sens, la fondation de notre vie pour qu'on soit un être universel, qu'on est à la fondation juste parce qu'on est fait de petits atomes qui sont universels et ça, je l'ai prouvé. Et donc, je
je vous encourage à découvrir votre source universelle avec nous et à nous suivre dans les 6 prochaines semaines à travers tous ces modules et à discuter de tout ça et à nous supporter le mieux que vous pouvez. Et puis, je vous embrasse très fort tous et puis j'ai bien hâte à voir le résultat de cette grande découverte qu'on fait ensemble. Oui, Merci à tous. C'est bon, c'est fini. Je voulais juste dire à tout le monde donc, que le nouveau site de la Resonance Science Foundation en français est disponible maintenant, qu'on va faire qu'il est gratuit évidemment, et qu'on va faire un webinaire, ce que Nassim a expliqué, à partir de jeudi prochain pendant 6 jeudis avec Olivier, avec Inès Urdaneta, qui est aussi physicienne à la Resonance Science Foundation, et aussi d'autres personnes de la Resonance Science Foundation. On est en train de voir qui vont venir donc tous les jeudis à partir de jeudi prochain. Pour vous inscrire, il y a un lien qu'on va mettre sur tous les réseaux sociaux. Et justement, si vous voulez venir nous voir sur les réseaux sociaux, là où il y a toutes les informations que vous avez besoin pour aller sur le site, sur le nouveau site en français, pour vous inscrire au cours. Le Facebook, c'est Resonance Science Foundation-français. Et l'Instagram, c'est RSF underscore, le tiré du bas, France underscore encore. Voilà, et c'est la façon la plus simple d'être en contact avec nous et d'avoir tous les liens pour vous inscrire au webinaire et pour vous inscrire au cours de sciences unifiées en français qui est maintenant disponible. Et puis, voilà. Merci beaucoup à l'équipe française là-bas qui nous a aidés depuis toutes ces années en dédication incroyable à aider à amener la Resonance Foundation et à amener ça au public français. Merci à vous. Merci à toi, Olivier, et Thomas. Oui, hein? Thomas. Hugo Charles. Hugo Charles aussi. Oui, et voilà. Et Laurent qui nous a aidés beaucoup. Et puis, évidemment, il y a notre grand ami Marc, non? Oui, Marc Mistien qui est belge. Pendant des années. Et puis aussi, tu penses à Lilou? Lilou, oui, Lilou qui a fait beaucoup de travail pour nous aider à amener ça au grand public français. Et son mari et sa petite fille qui est venue nous aider sur la terre. Et donc, merci à tous. Merci à tous les participants. Et puis, à la semaine prochaine, j'y serai peut-être pas dans chaque module. Je vais essayer de faire le mieux que je peux, mais il va y avoir des conversations incroyables de toute façon. Alors, à bientôt et soyez en santé et jusqu'à la semaine prochaine. May the vacuum be with you. Que le vide soit avec vous. À la prochaine. Bye Merci bye. à tous.